L'écroulement de la France? Fadaise. La dictature de Macronescu, l'invasion migratoire, l'insupportable chômage, l'islamisation de notre pays à grande échelle, la progression constante de la pauvreté, la disparition de la famille, etc. Comme dit souvent le pape François, qui a une passion pour le latin, tout cela n'est que fadaise. Le combat fondamental, le combat prioritaire, la mère de tous les combats est le combat pour le nudisme, le combat pour la nudité totale. Toujours et partout, la nudité totale devenant un droit constitutionnel. Adieu le ridicule Descartes avec son « je pense donc je suis », la nouvelle vérité philosophique est sans appel. Je m'exhibe donc je suis. Ainsi, la Fédération française du naturisme, oui, elle existe cette fédération, et je vais d'ailleurs m'y inscrire, a travaillé sur une proposition de loi visant à autoriser la nudité totale en tout lieu et à tout moment, et non plus dans des endroits réservés aux nudistes. Leur argumentation se fonde sur la pure réalité. La nudité ne gêne personne, ni les enfants, ni les adultes, mais permet le plein épanouissement des personnes. Ce qui n'est pas faux, puisque cela permet au moins le plein épanouissement du bas-ventre. Et bien sûr qu'elle a raison, la Fédération française du naturisme, quand elle rajoute qu'une femme nue n'est pas un objet sexuel, mais une personne dotée de droits. Moi, personnellement, si je me trouvais dans le métro collé contre une femme nue, la première chose que je lui dirais est qu'elle est une personne dotée de droits. Rien d'autre, je le promets. Quoi qu'il en soit, les nudistes se sont encore exhibés en bicyclette dans la bonne ville de Rennes en dévoilant fièrement la totalité de leur avant-train et la totalité de leur arrière-train. Ce fut un spectacle fascinant et chacun tremblait à l'idée qu'une zigounette se prenne malencontreusement dans les rayons d'une roue. Vous imaginez le spectacle ? Cela aurait pu abîmer la bicyclette. Et d'ailleurs, cet été, sur toutes les plages de France et de Navarre, le string a fait fureur, offrant aux yeux des gros lubriques que nous sommes un festival de popotins à contempler de toute longueur, de toute largeur, de toute hauteur. J'en ai des trémolos dans la voix. Finalement, le malheureux Malraux s'est totalement planté lorsqu'il affirmait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. En fait, de vous à moi, il n'a probablement jamais prononcé cette phrase. Mais s'il l'a prononcée, il s'est grossièrement trompé. La réalité est plus prosaïque. Le XXIe siècle sera nudiste ou ne sera pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Emmanuel Macron avait promis l'augmentation drastique et substantielle des places de prison en France pendant la durée de son quinquennat. Inutile de dire que cette promesse n'a pas été tenue. Il était beaucoup plus important de respecter la promesse qu'il n'avait pas faite, de faire voter la PMA pour toutes. Vous comprenez, la vie est faite de priorités et de choix. Donc, en attendant, les prisons françaises débordent, crèvent, trépassent sanitaires et n'arrivent pas à tenir le coup devant l'arrivée sans cesse renouvelée de cohortes de délinquants que notre système politico-judiciaire fabrique par pelletées entières. Les Indiens, eux, n'ont pas de tels problèmes. Pragmatiques, réalistes et pratico-pratiques, ils ont d'autres ressources et plus d'un tour dans leur sac. Ils n'ont pas tort, parce qu'avec une population de 1,3 milliard d'habitants, ils pourraient vite être complètement débordés. Ainsi, pour éviter l'engorgement des prisons, rien ne vaut de bonnes vieilles petites peines corporelles et d'intérêt public de derrière les fagots. Ça ne prend pas de place de prison, ça marque les esprits durablement et ça fait du bien à la communauté tout entière. C'est ainsi qu'un Indien de l'État du Bihar, non, pas du billard à bande, du Bihar, c'est un État du nord-est de l'Inde, bandignard. Un Indien du Bihar, disais-je, accusé de tentative de viol, a été condamné à laver le linge de 2000 femmes de son village pendant 6 mois à ses frais.
Avouez que l'idée est toute propre ou nette. Je suis convaincu que ça va le calmer un moment, le gars, et que la prochaine fois, il y réfléchira à 2 fois avant de manquer de respect à une dame. Et nous pourrions importer un tel système en France et l'étendre à toutes sortes de délits. Par exemple, tous les gars qui salissent et taguent les ponts et chaussées de France, condamnés à sortir les poubelles de tous les immeubles de leur rue tous les jours pendant 6 mois. Les petits minables, responsables d'agressions au couteau, à la machette et autres joyeusetés. Allez hop, à la lessive pour se rafraîchir les idées. Et lavage à la main, s'il vous plaît, sans lessive justement. C'est Sainte Greta qui le demande. Pas sûr en revanche que ce type de châtiment ait le label « Pays des droits de l'homme et de la lumière à tous les étages ». Finalement, c'est bien dommage. Je vous souhaite une très belle soirée. La pandémie de coronavirus est une catastrophe pour l'humanité, c'est entendu. Et cela fait des mois que les médias nous le serinent sur tous les tons de la gamme. Cette maladie mystérieuse, dont on ne sait toujours pas comment on l'attrape, comment on la soigne et qui elle tue exactement, est le nouveau fléau des temps modernes plus que la peste bubonique, le choléra, la dengue et le palu réunis. Mois après mois, son caractère protéiforme ne cesse de nous étonner. Voilà, apprend-on de nos amis d'outre-Manche, qu'elle ferait des dégâts particuliers dans le métro. Une maladie souterraine en quelque sorte. Depuis qu'elle sévit sur la planète, on assiste en effet à une surprenante recrudescence des accidents dans le métro. Quel rapport avec le Covid, me direz-vous ? Eh bien oui, il existe un rapport et je vais vous le démontrer. Dans le métro, il y a du monde. Donc, il y a des vilains microbes qui circulent partout. Donc, on risque de tomber malade. Donc, on ne touche pas à la fameuse barre centrale qui, certes, nous évite de basculer au premier coup de frein, mais qui recueille tous les postillons encovidés de la populace métropolitaine dont nous faisons partie. Le peuple, pouah. Donc, on bascule au premier coup de frein. Donc, on a un accident et on se fait mal. Donc, on est victime collatérale du Covid. CQFD. Élémentaire, mon cher Watson, comme disent les Anglais, puisque c'est chez eux que ce curieux phénomène a été observé en quantité suffisamment significative pour donner lieu à des analyses et données scientifiques détaillées. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de bobos, de bleus et de bosses. Tomber dans le métro, ça peut faire vraiment très mal. On apprend ainsi, dans les colonnes du Télégraphe, que 12 personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans le métro londonien d'avril à juin 2021 et 23 dans les bus. C'est beaucoup plus que lors des autres trimestres de l'année 2020-2021. Tout ça pour ne pas attraper une barre jugée pas très propre. Il y a donc bien un effet Covid, alors qu'il suffirait d'un coup de de Mr Clean, pour qu'on n'en parle plus. Quand on vous dit que cette maladie est dangereuse comme tout, elle va nous rendre fous, c'est à n'en pas douter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat à la présidence de la République, était crédité au début de l'été de 4% d'intention de vote au premier tour des élections présidentielles de 2022. À la fin de l'été, il était crédité de 45% des intentions de vote au second tour. Sans vouloir, outre mesure, nous survaloriser, nous les gens de TV Liberté, force est de constater que nous avions prévu cette évolution et avons donc été surpris que tant d'analystes attentifs de la vie politique n'aient rien vu venir. Quoi ? Nous avions fondé notre analyse sur une percée fulgurante de Zemmour.
Mais sur quels critères précis? Eh bien, sur quelques observations de bon sens. Nous savons, par les sondages qui se suivent et se ressemblent depuis des années, qu'une écrasante majorité de Français ne supporte plus la classe politique dans son ensemble. Un homme providentiel ne faisant pas partie du sérail était attendu et est arrivé dans la personne d'Éric Zemmour. Depuis des décennies, une majorité de Français s'accorde pour dire que le système politico-médiatique ment à temps et à contre-temps, dit tout et le contraire de tout, dit et ne fait pas, fait sans dire, etc. Depuis des années, Zemmour ne varie jamais dans son discours ou dans ses écrits, dit les choses comme elles sont, parle en vérité. À cet égard, il est intéressant de relire ses livres, écrits depuis des années, ou plus récemment, entre lesquels il est impossible de trouver des contradictions, des reniements ou des mensonges. Autre point, depuis de nombreuses années, un grand nombre de Français éprouvent une honte réelle à être représentés et dirigés par des Sarkozy, Hollande ou autres Macron qui n'ont aucune culture solide, aucune véritable vision pour la France, aucune véritable proximité avec le peuple de France. Éric Zemmour, doté d'une culture d'exception, réfléchissant en profondeur sur tous les sujets fondamentaux constitutifs de notre société, dépassant de toute sa hauteur un système politico-médiatique qui n'est qu'un triste et pauvre système de seule communication, ne pouvait que crever l'écran et monter en flèche dans les intentions de vote. Dernière observation, et qui n'est pas des moindres, Sarkozy, Hollande ou Macron sont des gens qui s'aiment passionnément, qui aiment passionnément leur petite personne, quand Éric Zemmour est un homme qui aime passionnément la France et les Français. Cela, les Français le ressentent confusément et l'expriment dans leurs intentions de vote. Les chiens savants de la politique ne passent plus. Les Français demandent des dirigeants authentiques et proches d'eux. Pour ces quelques raisons, et sûrement pour beaucoup d'autres, Éric Zemmour va continuer sa percée fulgurante dans la vie politique, va prodigieusement bousculer le délétère jeu politique des politiciens dont nous ne voulons plus, et a une chance non négligeable de devenir président de la République. Tant pis pour les chiens savants, et tant mieux pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tapie est mort, vive Tapie, pourrait-on penser depuis quelques jours, car jamais Tapie n'a été autant adulé que depuis qu'il a rejoint une vie éternelle. Qui peut sentir le soufre ou pas, c'est selon. Un héros magnifique, un ministre épatant, un industriel au nez creux, un sportif accompli, un multiculturaliste patenté, un héros de la lutte contre tous les fascismes, j'en passe, et il en est trépassé, sanitaire ou pas. Tapie devrait bientôt faire son entrée au Panthéon avec masque et passe sanitaire, j'espère. Je voudrais évoquer ce soir une petite anecdote personnelle concernant l'un des directeurs financiers de Tapie. Au début des années 90, alors que je sévissais dans la banque, nul n'est parfait, je reçois un homme d'une élégance raffinée, ancien directeur financier de Bernard Tapie, qui m'explique avoir besoin de financement pour racheter en province des petits fleurons industriels. Il vient justement de jeter son dévolu sur l'un des clients de ma banque, une entreprise d'exception existant depuis des dizaines d'années, remarquablement gérée et dotée d'une trésorerie florissante. Je jauge le bonhomme. Costume parfait, tête de gendre idéal, l'inverse de moi, gros cigare pour faire sérieux, dossier d'acquisition impeccablement monté. En quelque sorte, le client de rêve dont rêvent toutes les banques de l'époque. Je continue de jauger le bonhomme. Regard glacial, langage de chien savant, l'élégance d'un tueur en série dans un film de 4e catégorie. La banque et moi-même décidons finalement de ne pas donner suite à sa demande de prêt. L'ancien directeur financier de Bernard Tapie avait de la ressource. Un établissement concurrent lui permet de procéder à cette acquisition. La banque finance l'opération à 100%.
Nous apprendrons ultérieurement que ce charmant jeune homme a réalisé en quelques mois une douzaine d'acquisitions de ce type, financées à 100% par les banques. Merci les banques! Comment ce financier de haut vol a-t-il géré ses acquisitions? Il a immédiatement fait remonter toutes les trésoreries disponibles des entreprises magnifiques qu'il avait achetées, grâce aux banques, dans sa holding personnelle. Puis il a viré ses fonds dans une banque américaine et a disparu des écrans radars, laissant les entreprises acquises exsangues et les banques flouées. La justice révélera que ce charmant directeur financier s'était évaporé avec la modique somme de 500 millions de francs, puisqu'à l'époque il s'agissait encore de francs, somme qui n'a jamais été retrouvée. L'escroc patenté avait donc été le directeur financier de Bernard Tapie. Le gros nanar, à l'évidence, avait choisi un directeur financier qui était son miroir. Le gros nanar, à l'évidence, était un escroc patenté de haut vol. L'on voit que le système politico-médiatique d'aujourd'hui pleure à chaudes larmes sur la disparition du gros nanar, à l'évidence escroc patenté de haut vol. Finalement, il n'y a plus qu'à se dire que le système politico-médiatique actuel n'est que le miroir d'un escroc patenté de haut vol. Et l'envie nous prend soudain de donner un immense coup de balai dans ce système politico-médiatique qui a pour idole des hommes corrompus. Je vous souhaite une très bonne soirée.